Les bénéficiaires du FNFI pourront s'impliquer un peu plus dans le fonctionnement du fonds. Ceci sera possible grâce à la Fédération nationale du FNFI lancée hier samedi à Dapaon par le chef de l'État. Les spécificités de cette haute innovation du Fonds national de la finance inclusive dans ce journal. La CENI de son côté réceptionne les bulletins définitifs de vote. Un premier lot de 850 000 bulletins qui devront servir durant le vote par anticipation des forces armées et de sécurité le 22 avril prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et puis l'hécatombe de la Méditerranée se poursuit. Un nouveau drame pourrait avoir fait 700 morts au large des côtes libyennes. Un drame qui fait réagir le monde entier et le pape François qui lance un appel à une action rapide. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a lancé hier samedi à Dapaon la Fédération nationale du FNFI, au sein de laquelle se retrouvent tous les bénéficiaires des produits du fonds. C'est l'engagement du président de la République pour réduire l'exclusion financière des couches vulnérables et permettre que le FNFI puisse atteindre un grand nombre de bénéficiaires dans un élan de solidarité. Le président a également appelé les membres à vaincre la pauvreté à la base. Arnaud Kiliou pour des précisions. La lutte contre la pauvreté au Togo préoccupe le gouvernement qui multiplie les initiatives en faveur des couches vulnérables. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, veut accroître les performances du Fonds national de la finance inclusive pour qu'aucune personne vulnérable ne reste en marge des produits du FNFI. Le président de la République a lancé la Fédération nationale FNFI au sein de laquelle se regroupent les bénéficiaires. Elle sera chargée d'identifier les autres bénéficiaires et de les amener à bénéficier des produits du FNFI. Merci à toutes et à tous. Merci à la population de toute la région des Savanes qui, par cette exceptionnelle mobilisation, nous montre que, en choisissant de nous rendre à Dapaon pour cette cérémonie, nous avons fait le bon choix. En effet, je me suis souvent rendu dans cette belle ville et j'ai toujours été accueilli avec chaleur. Il y a toujours eu du monde. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le record est battu. Je suis heureux que ce record soit battu à l'occasion d'une cérémonie comme celle-ci. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Pauvreté que nous ne voulons plus voir dans notre pays. Une cérémonie qui nous renforce aussi dans notre conviction que le Fonds national de la finance inclusive et ses différents produits, ABCEF, AGICEF et AGRICEF, sont des armes qui font mal à la pauvreté. Vous vous êtes non seulement mobilisés, mais vous vous êtes aussi organisés. Nous étions déjà contents du partenariat qui existait entre le gouvernement, à travers le fonds, et les prestataires des services financiers. Mais il manquait quand même un maillon à cette chaîne. Et aujourd'hui, grâce à la Fédération des bénéficiaires, ce maillon indispensable, essentiel pour la suite, est maintenant dans la chaîne. Il est important parce que, après un peu plus d'1 an du lancement de ce fonds, nous avions des témoignages comme nous en avons eu ce matin. Nous les avions eu à Lomé, les services du fonds en ont, mais c'était toujours des témoignages un peu divers.
Aujourd'hui, avec cette organisation que vous mettez en place, nous aurons des témoignages qui tiennent compte de toutes les situations, les bonnes comme les mauvaises. Parce que cette organisation qui part des villages, qui monte au canton, aux préfectures, régions et au niveau national, est adaptée. Car la pauvreté n'existe pas seulement dans une seule préfecture ou dans un seul canton. Partout, nous avons des situations de vulnérabilité. J'en profite pour redire au Fonds national l'objectif que je lui ai fixé. D'ici la fin de l'année, tous les villages du Togo devront connaître des bénéficiaires. C'est cela la solidarité. Ainsi, cette organisation sera complète et la solidarité s'exprimera plus et s'exprimera mieux. C'est-à-dire qu'on donnera plus à ceux qui en ont le plus besoin. Mais pour y parvenir, vous comprenez que nous comptons sur vous. Parce que ces produits ne peuvent pas prospérer s'il y a des défauts de paiement. Pour l'instant, nous sommes bien partis. Et quand je vois la liesse ici, je me dis que d'autres personnes viendront adhérer à ces programmes-là. Quand j'entends ce jeune porter son témoignage alors que le produit a été lancé depuis seulement le mois de mars, je me dis que nous ne pouvons pas désespérer de notre jeunesse. L'espoir est toujours permis. J'ai aussi entendu ce que vous avez dit, tout en nous félicitant d'avoir mis en place un montant de 30 000. Vous avez dit que ce serait bien qu'on fasse un effort supplémentaire. Même le jeune qui vient de prendre ces fonds dit qu'il faudrait plus. C'est l'éternel débat. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Compléter, donner plus à ceux qui en ont déjà ou attendre d'en donner à ceux qui n'en ont pas du tout? Est-ce qu'il faut augmenter les fonds alloués de 30, 40, 50 000 ou alors il faut attendre d'avoir 500 000 bénéficiaires avant d'augmenter? C'est le débat qui se pose à nous. La solution n'est pas facile puisque vous me regardez sans me donner la réponse. Alors je vais vous la proposer. Je pense que nous pouvons, pour les premiers fonds alloués, maintenir 30 000. Mais ceux qui sont de bons payeurs, pour le deuxième cycle, auront les 40 000 que vous réclamez. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? Voilà. Petit à petit, nous progresserons. Pour ceux qui ont bien payé et qui n'ont eu que 30 000 pour le deuxième cycle, je demande au fond de prendre toutes les dispositions nécessaires pour compléter dans les plus brefs délais les 10 000 francs restants. Vous avez également parlé de l'assurance santé. C'est vrai que par rapport à cela, nous avons les mêmes intérêts parce que quand un banquier prête de l'argent à son client, il fait tout pour qu'il soit en bonne santé. Dans certains pays, on demande parfois le bilan médical. Donc, pour ne pas faire défaut, je crois que c'est notre intérêt commun que d'accéder à cette demande de souscription à l'assurance santé. Le taux, je pense, pourrait être de 0,5% pour l'ABCEF et 0,75% pour les autres produits durant la période de prêt. Donc, ces deux doléances que vous avez portées à notre connaissance, je crois que, en venant ici, nous accompagnons la naissance de la fédération
avec un accord. Vous avez proposé, nous avons accepté. Et c'est comme ça que nous allons travailler avec la Fédération des bénéficiaires. Et je vous demande aussi de bien faire votre travail. Les personnes qui ont été élues, sachez qu'on vous a fait confiance. Ce n'est pas pour rien que vous avez choisi d'être élu depuis le village jusqu'au niveau national. C'est parce que vous avez la confiance des autres bénéficiaires. Vous devez être leur porte-parole. Vous devez être disponible. Et vous devez nous transmettre les messages qu'on vous confie pour nous. Surtout, vous devez aussi être les gardiennes et les gardiens de la réussite du projet. N'hésitez pas à interpeller les PSF, n'hésitez pas à interpeller le fonds ou à interpeller le gouvernement. Parce que chaque fois qu'une personne sort de la pauvreté, c'est une victoire supplémentaire pour notre pays. Chaque fois que 2 personnes sortent de la pauvreté, c'est le Togo qui devient plus fort. Alors, ce combat, nous le menons ensemble. Faites en sorte que nous n'oublions personne. Je suis heureux d'avoir entendu dans le discours de la présidente qu'une de vos missions sera d'aider ceux qui ne sont pas encore bénéficiaires à le devenir. C'est une mission capitale. Je sais que l'un de mes regrets, je l'ai dit au PSF, c'est que je crois que nous n'avons pas encore atteint les cibles que nous voulions au début. Les personnes qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables parmi les plus vulnérables. Maintenant que vous avez un peu plus de force, aidez-nous à atteindre ces personnes-là. Aidez les PSF, montrez-leur, dites-leur que telle personne a besoin, puisque vous avez déjà le bénéfice de ce produit. Ensuite, vous n'êtes pas bénéficiaire pour toujours. Ce que nous espérons, c'est que, au fur et à mesure que le temps passera, vous, bénéficiaires du Fonds national de la finance inclusive, vous deviendrez des clients et des clientes solvables de nos banques, parce que c'est leur métier. Et cela voudra dire que vous avez prospéré, que vous avez réussi dans vos activités et que vous avez besoin de plus de fonds. Vos activités sont rentables et ce sont les banques qui vous prêteront l'argent parce que c'est leur métier. Ce passage-là n'est qu'un passage intermédiaire, mais le paradis, c'est quand vous aurez de bons banquiers qui vous serviront de bons taux et que vous réussirez vos affaires. Dans un élan de solidarité avec les produits du FNFI, APSEF, AgriCEF et AGICEF, les bénéficiaires vont fédérer leurs énergies pour sortir de la précarité. C'est le vœu du chef de l'État Faure Singbe en mettant en place la Fédération nationale du FNFI qui est appelée à satisfaire un grand nombre de masses sans ressources. Et les différents produits du FNFI que sont l'APSEF, l'AGICEF et l'AgriCEF et les conditions à remplir pour en bénéficier étaient les sujets de discussion entre les cadres et les jeunes artisans, regroupement féminin des quartiers de Legbasito, Vakosito et Zanguera dans le Golfe. Avec l'appui d'une délégation du ministère du Développement à la base, les cadres ont apporté des réponses aux questions de l'auditoire sur les composantes du FNFI. Augustin Kossi, Ramdan Bassina. Les métiers de l'artisanat ou les activités génératrices de revenus. L'accès au crédit auprès des microfinances et des institutions bancaires constitue pour elles un véritable parcours de combattant. Ici, elles prennent connaissance des différentes opportunités que le gouvernement met à leur disposition afin de lutter efficacement contre la précarité. Le président de la République a beaucoup pensé aux femmes. Comment faire pour améliorer les conditions de la femme togolaise? Et c'est à cet effet qu'il a mis au point un certain nombre de produits. Mais malheureusement, il n'y a pas... Les femmes, quand nous sommes venus dans le milieu, nous avons constaté qu'elles sont sous-informées. Nous avons, avec l'appui de ANADEB, présenté à la population
des cantons de Legua-Sito, Zanguera et Vako-Sito, les nouveaux produits qui sont mis sur le marché afin de pouvoir faire profiter la jeunesse. Il s'agit principalement des produits Agicep, Agricep et les produits développés par Fayège et Pradem. Les jeunes qui ont un métier à main et qui n'ont pas de possibilité pour pouvoir s'installer, on va pouvoir les aider à partir des prêts. Il suffisait tout simplement de faire des regroupements. Déjà, elles se réjouissent de ces atouts et entendent s'investir pour bénéficier de ces produits mis à leur disposition par le gouvernement. Nous sommes très fiers de les entendre et ça nous aidera dans beaucoup de choses. Surtout dans nos activités, surtout en tant que couturière. Par exemple, en faisant ces prêts, ça peut nous aider à vendre au moins des pagnes, des bijoux dans nos ateliers. Ça va vraiment nous avantager parce qu'on n'a pas de soutien. On a des idées, on a des projets, surtout les jeunes. Ils se sont regroupés pour organiser des choses, mais le fonds n'y est pas, on n'a pas de financement. Si ces produits réussissaient, bien sûr qu'on va développer nos idées, on va développer nos projets et chacun dans son coin va se sentir à l'aise. Et dans la foulée, les jeunes artisans et porteurs de projets ont été également sensibilisés sur ces nouvelles occasions qui s'offrent à eux. Le moment s'y prête, ils ont été conviés à la culture de la paix et à la consolidation de la cohésion sociale pour une présidentielle apaisée au Togo le 25 avril prochain. Et parlant des préparatifs de la présidentielle, justement, pendant que la campagne électorale se poursuit et à sa 10e journée aujourd'hui, une nouvelle étape du processus électoral vient encore d'être franchie. Le premier lot de bulletins définitifs de vote a été réceptionné au siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. En tout, 850 000 bulletins ont été reçus et devraient servir au vote par anticipation dans les 24 bureaux de vote retenus et dans les CELI de l'intérieur du pays le 22 avril prochain. Augustin Kossi, Ramdan Bassina. Étape décisive de la présidentielle du 25 avril au Togo, la réception du premier lot de bulletins définitifs de vote. Au total, 850 000 bulletins de vote ont été réceptionnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI en présence de la presse togolaise et de la Force Sécurité Élection présidentielle FOSEP 2015. Ils ont été confectionnés par l'imprimerie Toundé à Cotonou au Bénin et convoyés sous escorte de la police et de la gendarmerie du Togo et du Bénin. Nous recevons le premier lot donc, des bulletins définitifs qui sont à 850 000 bulletins de vote. Ils vont nous permettre de desservir les 214 bureaux de vote qui vont être utilisés pour le vote par anticipation, mais aussi les CELI, les préfectures qui sont lointaines, notamment Pendial par exemple, Saint-Cassé, Toun, Oti, Tandjouaré et peut-être aussi Dangpen. Mais dès demain, nous recevrons aussi encore un lot et c'est progressivement que nous allons desservir l'ensemble des préfectures et des CELI. Donc ceci était essentiellement pour montrer que notre dernière ligne droite est amorcée. La CENI met tout en place pour l'effectivité du scrutin présidentiel prochain. Et la campagne, une opération de charme à la conquête de l'électorat, bat son plein à travers les 5 régions du pays jusqu'au 23 avril. Ces 850 000 bulletins de vote seront donc répartis dans les 214 bureaux de vote retenus par la CENI. Et pour avoir les échos des activités de la campagne électorale, justement, vous aurez rendez-vous, comme toujours, avec le journal de la présidentielle. Ce sera avec Nadège Nyanya. Nadège, bonsoir. Bonsoir Anita. Et qu'avons-nous au programme ce soir ? Bien évidemment, la campagne électorale bat son plein. Les candidats à la présidentielle poursuivent la conquête des électeurs. Après plusieurs localités parcourues, le candidat du parti Unir Fort et Sazimna Nyasingbe était ce jour à Alheride dans la préfecture de Tchaoudjo, à Banjeli dans la préfecture de Bassar et Guerinkouka à Dangpen.
Le candidat de CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, a clôturé aujourd'hui la campagne électorale dans la région des Plateaux avec Tongu, Tado et Noche. Le candidat du NET, Jerry Komadega Tama, était lui ce dimanche face aux populations de Naï et Palimé. Aimé Tchabouré Gogué du parti ADI était également ce dimanche à Sokodé, Tchamba, Blita et Agné pour convaincre les électeurs, tout comme les autres candidats, à voter pour lui. Et puis le MCD, le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, couvre progressivement le pays. Son candidat Tchassouna Traoré Mohamed était en campagne à Nié, Nyamasila, Langabou ce vendredi à Dankpen, Kabou, Bassar, et ce dimanche c'était autour des localités de Tchamba, Krikri et Balanka de recevoir la visite de Tchassouna Traoré Mohamed. Voilà donc pour les échos des candidats à la présidentielle. D'accord. Mais Nadège, la campagne tire progressivement à sa fin. Bien sûr, Anita, la campagne électorale entre dans sa deuxième et dernière semaine. L'épilogue, c'est le 23 avril à minuit, dans 4 jours à compter de demain. D'accord, mais tu peux nous rappeler un peu le temps de passage de chaque candidat dans ce journal de la présidentielle? Oui, effectivement, et c'est très important de le rappeler. Chaque candidat a droit à 6 reportages durant les 15 jours de campagne et 5 minutes à chaque passage. D'accord. Merci beaucoup Nadège pour le rappel et rendez-vous donc tout à l'heure après ce journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous poursuivons cette édition avec le dossier immersion de cette édition. Il nous amène dans l'environnement numérique du travail, précisément dans l'enseignement, avec l'introduction des nouvelles technologies au lycée technique de Glidi dans les lacs. Une véritable révolution, comme nous le fait découvrir Aimé Abalé. C'est la phase pilote d'un grand projet d'insertion des nouvelles technologies dans le système éducatif togolais. L'environnement numérique de travail est un ensemble de réseaux informatiques et de services. Il est expérimenté ici au lycée d'enseignement technique et professionnel de Glidi dans la préfecture des Lacs. À partir de l'Internet, bureaux administratifs, bibliothèques, espaces multimédia, salles de professeurs et salles de classe sont connectés, permettant ainsi de travailler dans un cadre plus épanoui, plus évolué et donc plus compétitif. Tout professeur, même s'il n'a pas cours, il a la possibilité de laisser d'exercice à tout enfant, à toute classe, même s'il n'a pas cours avec cette classe-là. Il a la possibilité de laisser de ressources donc à cette classe-là et les élèves seraient amenés à préparer le travail, préparer l'exercice laissé par le professeur. Pourquoi? Parce que les enfants ont la possibilité de consulter le compte du professeur. Parce que chaque personne au sein du lycée a maintenant un compte. Et ça permet à tout élève qui voudrait consulter le compte du professeur de pouvoir le faire aisément. D'accéder au cahier de test du professeur et de pouvoir traiter l'exercice laissé par le professeur. Et ce faisant, la formation est plus qualitative et la collaboration plus dynamique entre la chaîne des acteurs de l'établissement. Les plus heureux, ce sont les apprenants. Dans ce mécanisme, chacun dispose de son bureau virtuel avec un accès sécurisé par identifiant et mot de passe. Une formation à la pointe de la technologie avec des jeunes bénéficiaires qualifiés et plus aptes à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Maintenant, il y aura une meilleure adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Et c'est ce que nous cherchons. Donc c'est vraiment quels outils, on s'est dit quels outils peut-on mettre à la disposition des professeurs, de l'administration du lycée, des ministères et des élèves eux-mêmes pour être sûr que la qualité de l'enseignement s'améliore et surtout pour être sûr que tous ont accès aux ressources dont ils ont besoin. Et grâce au numérique et grâce à ce réseau que vous voyez et à ce projet, nous allons réussir à mettre cela en œuvre. Grâce au TIC, le Togo veut donc enseigner autrement. La mise en œuvre de l'environnement numérique de travail est donc une valeur ajoutée au système national d'enseignement technique et professionnel. Partage de ressources pédagogiques, échange et collaboration entre les acteurs de la communauté éducative,
Un système innovant qui devrait faire des émules et s'étendre à d'autres établissements scolaires à partir des expériences tirées de ce site de Glidi. À retenir également dans l'actualité de ce dimanche, peut-être une nouvelle catastrophe de l'immigration qui pourrait avoir fait 700 morts au large des côtes libyennes. L'information n'est pas pour l'heure confirmée, mais elle émane du témoignage des 28 rescapés de ce drame de l'immigration, le 3e en l'espace d'une semaine. Sans doute la pire hécatombe jamais vue en Méditerranée. Entassés dans un vieux chalutier comme celui-ci, 700 migrants avaient à peine parcouru un tiers du chemin entre la Libye et l'île italienne de Lampedusa, quand soudain, le drame. Samedi soir, aux alentours de minuit, les gardes-côtes ont reçu un appel de détresse. 700 personnes dans un seul bateau étaient en grande difficulté. Un cargo est allé à leur rencontre. Dès que les migrants l'ont aperçu, ils se sont tous rués d'un côté et le bateau a chaviré. Les marins de ce cargo portugais ont assisté impuissants au naufrage. Ils n'ont réussi à sauver qu'une trentaine de personnes. Depuis, d'autres navires, notamment celui-ci, des gardes-côtes, se dirigent vers la zone. Les premiers cadavres ont commencé à être repêchés. Actuellement, il y a la marine italienne, la police des douanes, les gardes-côtes, des navires marchands et des bateaux qui pêchaient dans la zone. Le flux des migrants en Méditerranée ne cesse de grossir. Chaque jour, entre 500 et 1000 personnes sont récupérées par les gardes-côtes italiens ou les navires de passage. Cette semaine, c'est déjà le 3e naufrage. Ceux qui mettent des personnes sur des bateaux, ce sont des trafiquants. Même ce sont des terroristes, parce qu'ils savent parfaitement que ces bateaux sont pourris et qu'ils vont même les détruire en pleine mer et mettre des centaines de personnes en danger, en l'occurrence là, en danger de mort. Pour éviter ces tragédies, le président français propose un renforcement des patrouilles européennes dans la zone. Bruxelles a annoncé une réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères. L'émotion est très vive dans le monde après ce énième drame des migrants en Méditerranée. Ce dimanche, à la place Saint-Pierre à Rome, le pape François a appelé la communauté internationale à agir avec décision et rapidité. Justement, le flux de migrants se poursuit encore et toujours sur les côtes italiennes et le pays doit gérer cette situation de crise. Illustration à Rome, où 1200 migrants se sont installés dans un bâtiment universitaire dans des conditions déplorables. Regardez. Ce pourrait être des bureaux, c'est en fait le plus grand squat de Rome. Un bâtiment universitaire abandonné et occupé par 1200 migrants. Érythréens, Éthiopiens, Somaliens, ils viennent tous de la Corne de l'Afrique. Et il n'y a pas seulement des hommes, beaucoup de familles aussi. Ils se partagent un no man's land, insalubre et défoncé. Certaines parties du bâtiment n'ont pas d'électricité. Cette Érythréenne nous conduit jusqu'à son espace, un bout de couloir, sans aucune fenêtre et sans salle de bain. Pour tout l'étage, on se partage 4 ou 5 toilettes. Aucune douche, seulement des toilettes. Ils ont tous fait le même voyage. Le désert, la Libye, les bateaux de fortune et l'Italie. Des débarquements incessants. Et parce que l'Italie laisse les migrants en liberté, on les retrouve à Rome, dans des dizaines de bâtiments squattés. Il serait 20 000 migrants selon la ville, comme ici près de la gare de Termini. Dans ce bâtiment, il y a même un comité pour gérer les arrivées incessantes. Moi, je suis là depuis 2004. D'autres sont arrivés en 2000, en 2002, et ça continue aujourd'hui. Ici aussi, il n'y a pas l'électricité partout. Mais les squatteurs ont pu transformer chaque bureau en logement, un par famille. Matelas et couverture à même le sol en guise de meubles, dans des conditions sommaires. Ils rêvaient d'une Europe prospère. Pour eux, l'Italie, c'est la déconvenue. On n'a aucun futur, ni pour lui, ni pour nous. On est coincés ici. Car ils sont pris au piège à cause d'une règle européenne, celle du premier pays d'accueil. Cet Érythréen en a fait l'expérience quand il a voulu entrer en France. J'avais changé mon nom, ma date de naissance, mais ils m'ont dit « On a relevé tes empreintes. Elles ont été prises
tel jour en Italie. C'est par l'Italie que tu es entré, tu dois retourner en Italie. Mais le rêve d'un avenir meilleur est trop fort. Malgré les embûches, pas un jour sans que des groupes ne reprennent la route vers l'Europe du Nord, qu'ils imaginent tous comme un Éden plus accueillant. En page nationale, la Fondation Gnassingbé Eyadema pour l'éducation et la santé a lancé depuis le 13 avril dernier une grande opération de consultation, dépistage et d'opération chirurgicale dans la région maritime. Elle a entamé ainsi sa dernière phase de la mission qui lui est assignée pour cette année. C'est Tchévier et Kévé qui étaient les bénéficiaires ce week-end. Ramdan Bassina. La mission de la Fondation Gnassingbé Eyadema pour l'éducation et la santé FOGES pose ses valises à Tchévier puis à Kévé. Cette fois-ci, l'accent est mis sur le dépistage et les opérations chirurgicales portant sur les pathologies goitreuses. Une pathologie qui pose non seulement des problèmes d'esthétique mais aussi sociétales. Dans beaucoup de nos sociétés, les femmes porteuses de goitre sont traitées comme des sorcières. Donc d'où la nécessité d'aider de ces femmes à se débarrasser de cette tumeur. Et depuis que nous avons commencé, nous avons déjà opéré une trentaine de femmes. Et actuellement, nous avons encore une trentaine de femmes à opérer avant la fin de la mission. Pour cette dernière étape de sa mission, la FOGES semble satisfaite de son bilan à mi-parcours. C'est que jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes à environ 740 personnes qui sont opérées à travers donc toutes les disciplines. Nous sommes déjà à environ 425 hernies opérées. Et dire que durant cet exercice 2014-2015, nous avons pu visiter les 6 régions sanitaires du Togo. La FOGES a étendu ses opérations médicales humanitaires sur toute l'étendue du territoire national avec son équipe multidisciplinaire. Elle a dépisté et soigné diverses pathologies. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.